Entrez dans l'univers énigmatique du cirque, un refuge pour l'unique et l'extraordinaire. Cette vidéo vous dévoile l'histoire de 10 véritables personnes qui, pour diverses raisons, souvent liées à des différences physiques, ont été étiquetées comme des phénomènes de foire. Numéro 1. Schlitzie, l'homme à la tête pointue. Le monde du cirque a vu défiler d'innombrables numéros insolites au fil des années, mais peu d'artistes ont marqué les esprits autant que Schlitzie, connu sous le surnom de l'homme à la tête pointue. Il fut une figure incontournable des spectacles itinérants, des foires et même du cinéma hollywoodien entre le début et le milieu du XXe siècle. Né avec une affection neurologique appelée microcéphalie, un trouble entraînant un crâne anormalement petit et pointu ainsi que des difficultés cognitives, Schlitzie se distinguait non seulement par son apparence, mais aussi par sa personnalité attachante et profondément affectueuse. Le film culte Freaks, réalisé en 1932 par Todd Browning, a définitivement inscrit Schlitzie dans la culture populaire. Browning, qui avait lui-même travaillé dans le monde des carnavals itinérants, engagea Schlitzie aux côtés de véritables artistes de sideshow. À l'époque, le film fut un échec commercial, mais il est aujourd'hui considéré comme un classique. Il offrait au public un regard intime, bien que romancé, sur la vie des artistes dits phénomènes. Sur scène, Schlitzie était souvent présenté comme un chaînon manquant exotique ou comme un être venu d'un autre monde. Ce procédé était courant, il suscitait curiosité et fascination, incitant le public à payer pour découvrir ce mystère. Pourtant, derrière ces mises en scène sensationnalistes, sa douceur naturelle transparaissait toujours. Ses échanges avec le public étaient marqués par sa gentillesse et un enthousiasme presque enfantin qui touchait profondément les spectateurs. Dans la réalité, la vie de Schlitzie fut jalonnée de prises en charge par différents managers et accompagnants. Ses origines restent floues, mais l'on pense qu'il aurait été confié à un spectacle itinérant par ses parents biologiques en raison de sa condition. Sa carrière dans le monde du sideshow s'étendit sur plus de 40 ans. Malgré le caractère parfois exploitant de ses spectacles, de nombreux témoignages indiquent qu'il semblait sincèrement heureux dans cet univers. Les liens étroits qu'il tissa avec d'autres artistes laissent penser qu'il les considérait comme sa véritable famille. L'histoire de Schlitzie ne résonne pas à cause de sa différence physique, mais grâce à son esprit profondément humain et captivant. Dans un monde qui rejette souvent ceux qui sortent de la norme, il a trouvé sa place. Sa vie, marquée par des épreuves, fut aussi remplie de joie, de complicité et d'amour. Schlitzie n'était pas seulement un personnage de foire. C'était une personne qui, à sa manière unique, a touché le cœur de nombreux individus. Numéro 2. Joseph Merrick, l'homme-éléphant. Joseph Merrick, plus connu sous le nom d'homme-éléphant, est l'une des figures les plus célèbres associées à l'univers du cirque et des spectacles de curiosité. Il souffrait d'une maladie longtemps confondue avec l'éléphantiasis, mais aujourd'hui considérée comme le syndrome de Proté, qui provoquait d'importantes déformations corporelles. Né à Leicester, en Angleterre, en 1862, Merrick manifesta très tôt les symptômes de son trouble. Enfant, il développa des excroissances cutanées et osseuses inhabituelles qui modifièrent considérablement son apparence. Pourtant, derrière ces déformations, se trouvait un homme intelligent, sensible, animé par un profond désir de lien humain et d'acceptation. À la vingtaine, après une enfance marquée par la perte de sa mère, la négligence de son père et un passage à l'hospice, il rejoignit un spectacle itinérant pour subvenir à ses besoins. Il y fut présenté comme l'homme-éléphant, en référence à la texture épaisse et irrégulière de sa peau. Son quotidien était éprouvant. Longues heures d'exposition et regards insistants du public. Mais cela lui permit de survivre de manière autonome et de rencontrer des personnes qui allaient changer son destin. Parmi elles, le chirurgien Frederick Travis. Après avoir vu Merrick lors d'une exhibition à Londres, Travis fut profondément touché et organisa son admission au London Hospital, où il sera accueilli et soigné jusqu'à sa mort. Malgré les humiliations subies durant sa période dans le monde du spectacle, Merrick n'en parlait pas avec amertume. Il savait que son apparence attirait le public et lui assurait un revenu qu'il n'aurait autrement jamais obtenu. À l'hôpital, sa vie prit un tournant radical. Il y fut traité avec respect et bienveillance, vivant dans un confort relatif jusqu'à la fin de ses jours. Il reçut même la visite de personnalités de la haute société, dont l'actrice Madge Kendall et Alexandra, princesse de Galles. Ces relations lui offrirent une reconnaissance sociale et une chaleur humaine qu'il n'avait jamais connues auparavant.
L'histoire de Joseph Merrick est un puissant rappel de la capacité humaine à faire preuve à la fois de cruauté et de compassion. Malgré une existence marquée par la souffrance, il fit preuve d'une dignité et d'une résilience remarquables. Il n'était pas seulement l'homme éléphant d'un spectacle de curiosité, mais un homme d'une grande profondeur et d'une sensibilité rare qui traversa sa vie avec grâce. Son héritage continue de nous interpeller aujourd'hui. Il nous rappelant l'importance de l'empathie et l'humanité fondamentale qui nous unit tous, quelle que soit notre apparence. Numéro 3. Chang et Eng Bunker. Les premiers frères siamois. Nés en 1811 au Siam, aujourd'hui la Thaïlande, Chang et Eng Bunker furent les jumeaux conjoints les plus célèbres de leur époque, et peut-être même de toute l'histoire. Leur notoriété fut telle que l'expression « frères siamois » est entrée dans la langue anglaise pour désigner les jumeaux conjoints, en référence à leur pays d'origine. Physiquement, ils étaient reliés au niveau du sternum par une bande de chair et de cartilage, et leurs foies étaient fusionnés. Pourtant, en termes de personnalité et de tempérament, ils étaient deux individus bien distincts. Encore adolescents, ils furent découverts par un marchand britannique, Robert Hunter, et un capitaine américain, Abel Coffin. Voyant dans leur singularité un potentiel spectaculaire, ils les engagèrent dans le monde des exhibitions itinérantes. À l'âge de 17 ans, Chang et Eng débutèrent leur carrière dans les foires et spectacles ambulants avant de lancer leur propre tournée. Ils devinrent rapidement des célébrités internationales, attirant des foules considérables partout où ils se produisaient. Contrairement à l'image déshumanisante souvent associée au spectacle de curiosité, ils surent tirer parti de leur situation. Excellents négociateurs, ils gérèrent leurs contrats et leur image avec intelligence, accumulant une fortune importante. Avec le temps, ils prirent le contrôle de leurs numéros, gagnant ainsi une autonomie et une dignité que beaucoup d'autres artistes n'avaient pas. Après une carrière fructueuse, ils s'installèrent en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ils adoptèrent le nom de famille Bunker et menèrent une vie étonnamment conventionnelle. Ils obtinrent la nationalité américaine, achetèrent des terres et, fait sombre et controversé, possédèrent des esclaves. Les deux frères épousèrent deux sœurs, Adelaide et Sarah Yates, et eurent au total 21 enfants. Certains d'entre eux les accompagnèrent même lors de leurs tournées ultérieures. Ce qui rend leur histoire si remarquable ne tient pas uniquement à leur union physique, mais aux vies extraordinaires qu'ils ont construites à une époque marquée par de forts préjugés raciaux et culturels. Malgré leur statut d'éternels outsiders, ils réussirent à se faire une place dans la société et à transformer leurs différences en une carrière prospère. Leur existence soulève des questions complexes sur l'identité, l'intégration et l'exploitation. Ils vécurent constamment entre leurs origines asiatiques et leur vie occidentale, entre leur individualité et leur union physique, entre l'exploitation du spectacle et leur capacité à en tirer profit. Chang et Eng Bunker sont décédés le même jour, en 1874, unis jusqu'à la fin. On se souvient d'eux non seulement pour leur particularité physique, mais aussi pour leur résilience, leur adaptabilité et la vie hors du commun qu'ils ont su forger face à l'adversité. Plus d'un siècle après leur disparition, leur histoire continue de fasciner, rappelant à quel point la condition humaine est multiple et complexe. Numéro 4. Grady Stiles, l'homme homard. Grady Stiles Jr., plus connu sous le nom de scène Lobster Boy, fut une figure marquante du circuit des spectacles de curiosité au milieu du XXe siècle. Il était atteint d'ectrodactylie, une malformation congénitale rare des mains et des pieds, qui leur donnait une apparence semblable à des pinces. Il appartenait à une lignée familiale marquée par cette condition, présente depuis les années 1840 dans sa famille. Né en 1937 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, il semblait presque inévitable qu'il suive les traces de ses ancêtres en se produisant très jeune dans des spectacles itinérants. Ses mains et ses pieds, ressemblant à des pinces de homard, devinrent à la fois sa signature et sa source de revenus. Cependant, sa vie fut loin de l'image simple d'un homme vivant de sa différence physique. Contrairement à de nombreux artistes de l'époque, souvent décrits comme bienveillants et résilients, Stiles acquit une réputation liée à un comportement violent et imprévisible. Il lutta longtemps contre l'alcoolisme, une dépendance qui alimentait ses accès de colère. Cette agressivité ne se limitait pas aux paroles, elle s'exprima aussi par des violences au sein de sa famille, allant jusqu'au meurtre du fiancé de sa fille. Ces actes le marginalisèrent au sein même de la communauté des sideshows, pourtant connue pour accueillir ceux que la société rejetait. Bien qu'il ait été reconnu coupable, il ne purgea pas de peine de prison,
les établissements pénitentiaires n'étant pas adaptés à sa condition physique. Il fut condamné à 15 ans de probation, période durant laquelle ses comportements violents persistèrent. En 1992, sa vie prit fin de manière tragique. Il fut assassiné dans une affaire impliquant son épouse Maria et un tueur engagé, Chris Wyant. L'histoire de Grady Stiles constitue un chapitre sombre et complexe de l'univers du cirque. Elle rappelle que le monde des spectacles de curiosité n'était pas toujours un espace de solidarité et d'acceptation, mais pouvait aussi être marqué par la manipulation, la violence et le drame. On se souvient de lui non seulement pour sa particularité physique, mais aussi pour le chemin destructeur qu'il a emprunté. Son parcours souligne qu'au-delà du spectacle, les artistes étaient des êtres humains à part entière, avec leurs failles, leurs luttes et leur part d'ombre. Son histoire nous invite à dépasser l'apparence pour comprendre la complexité des expériences humaines qui se cachent derrière chaque destin. Numéro 5. Julia Pastrana. Julia Pastrana, souvent présentée comme la femme à barbe ou la femme babouin, fut une figure marquante du monde des exhibitions au XIXe siècle. Née au Mexique en 1834, elle était atteinte de 2 maladies génétiques rares, l'hypertrichose, qui provoque une pilosité excessive sur l'ensemble du corps, et l'hyperplasie gingivale, qui épaississait ses lèvres et ses gencives. Dès son plus jeune âge, son apparence singulière suscita la curiosité. Après avoir été vendue par son oncle à un cirque, elle partit aux États-Unis, où elle rencontra Theodore Lent, un impresario qui devint à la fois son manager et son époux. Lang comprit rapidement le potentiel financier que représentait l'apparence de Julia et l'exposa lors de tournées à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourtant, ses spectacles ne se limitaient pas à son physique. Julia chantait et dansait, révélant un véritable talent artistique et une voix remarquable, en total contraste avec l'image sensationnaliste construite autour d'elle. Malgré une promotion qui la présentait comme la femme la plus laide du monde, elle lisait et parlait couramment 3 langues. On la décrivait comme intelligente, cultivée et dotée d'une personnalité douce. Malgré cela, elle fut exposée comme une curiosité, et le public venait avant tout observer son apparence. Son exploitation ne s'arrêta pas à sa mort prématurée en 1860, des suites de complications liées à un accouchement. Son mari, faisant preuve d'un manque d'éthique glaçant, fit embaumer son corps ainsi que celui de leur nouveau-né, qui avait hérité de ces conditions et décéda peu après sa naissance. Leurs dépouilles momifiées furent exhibées pendant plus d'1 siècle, jusqu'à ce qu'elles soient enfin inhumées au Mexique, pays natal de Julia, en 2013. L'histoire de Julia Pastrana est un récit profondément poignant d'exploitation et d'objectification. Tout au long de sa vie, et même après sa mort, elle fut privée du respect et de l'autonomie qu'elle méritait en tant qu'être humain. Pourtant, malgré les humiliations subies, elle conserva une dignité et une force intérieure qui dépassaient l'image publique qu'on lui imposait. Son héritage nous rappelle jusqu'où la société peut aller dans sa manière de traiter celles et ceux qui sont différents, mais aussi la puissance de la résilience humaine. Julia Pastrana demeure aujourd'hui un symbole de courage et de dignité face à l'adversité. Son histoire nous invite à remettre en question les normes de beauté imposées par la société et à défendre un traitement respectueux et humain pour toutes et tous, indépendamment de l'apparence physique. Numéro 6. Fedor Jevtishev. Jojo, l'homme au visage de chien. Né en 1868 en Russie, Fedor Jevtishev, connu sur les scènes sous le nom de Jojo, l'homme au visage de chien, était lui aussi atteint d'hypertrichose, une condition provoquant une pilosité abondante sur le visage et le corps, lui donnant une apparence inhabituelle. Son père, Adrien, souffrait de la même maladie, ce qui lui valut le surnom de « homme-chien de Sibérie ». L'entrée de Fedor dans le monde des spectacles commença lorsqu'il fut pris sous l'aile de P.T. Barnum, l'un des noms les plus célèbres de l'histoire du cirque. Barnum, maître du spectacle et de la mise en scène, emmena Fedor et son père en Amérique. Il construisit autour de lui une histoire exotique, affirmant qu'il avait été découvert à l'état sauvage dans les forêts de Russie. Présenté comme un être presque animal, Jojo fascinait les foules. Barnum accentuait volontairement des comportements supposés sauvages pour renforcer l'effet spectaculaire. Pourtant, en dehors de la scène, Fedor était décrit comme un homme doux, intelligent, capable de parler plusieurs langues, doté d'esprit et de manières raffinées. Ce contraste entre son personnage public et sa véritable personnalité illustre parfaitement l'ambivalence du monde des sideshows. Un univers qui exploitait les différences physiques tout en occultant souvent la richesse intérieure des artistes.
Malgré cette mise en scène, Fedor connut le succès. Il attira de vastes publics et gagna des revenus conséquents. Après la mort de Barnum, il poursuivit sa carrière en Europe avant de se retirer en Grèce. Il décéda en 1904, marquant la fin d'une époque, celle de l'âge d'or des spectacles de curiosité. L'histoire de Fedor Jevtchev est une plongée fascinante dans l'univers du cirque. Comme beaucoup d'autres artistes de son temps, il évolua dans un équilibre délicat entre exploitation et opportunité. Bien que son apparence ait été mise en avant comme spectacle, elle lui permit aussi d'assurer sa subsistance et d'atteindre une notoriété qu'il n'aurait peut-être jamais connue autrement. Son parcours nous pousse à réfléchir à la frontière fragile entre survie et exploitation et à questionner notre propre perception de la normalité et de la différence. C'est un témoignage fort de la capacité humaine à s'adapter et à avancer, même dans les circonstances les plus extraordinaires. Numéro 7. Isaac W. Sprague. Le squelette vivant. Isaac W. Sprague, plus connu sous le nom de squelette vivant, fut l'une des figures les plus marquantes du monde du cirque au XIXe siècle. Né en 1841 dans le Massachusetts, il était un enfant en parfaite santé jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est alors qu'il commença à perdre du poids de manière inexpliquée. Malgré un appétit normal, son amaigrissement devint alarmant et aucun médecin ne parvint à identifier l'origine de son état, aujourd'hui supposé être une forme sévère d'atrophie musculaire progressive. Face à la difficulté de trouver un emploi conventionnel, Isaac se tourna vers la seule option qui s'offrait à lui, le monde des exhibitions. Il débuta dans un spectacle local où il fut repéré par P.T. Barnum, toujours à l'affût d'attractions singulières. Barnum le recruta immédiatement et Isaac devint rapidement l'une des vedettes du musée américain de Barnum. Sur scène, il se présentait debout sur une estrade, vêtu d'un costume, laissant le public observer sa silhouette extrêmement maigre. Malgré son apparence fragile, il était décrit comme vif et courtois, échangeant volontiers quelques mots avec les visiteurs. Dans sa vie privée, il parvint à construire une certaine stabilité. Il se maria à 2 reprises et eut 3 enfants. Cependant, l'aggravation de son état rendit les performances de plus en plus difficiles. Il se retira plusieurs fois de la scène avant d'y revenir par nécessité financière. Il s'éteignit en 1887 à l'âge de 46 ans, mettant fin à une carrière marquée à la fois par une condition physique exceptionnelle et par l'exposition publique qu'elle impliquait. Son parcours reste pourtant un témoignage fort de la résilience humaine. Malgré les contraintes et le regard constant du public, il sut préserver sa dignité et tracer son propre chemin. Son histoire met en lumière la relation complexe entre exploitation et survie dans l'univers des spectacles de curiosité. Comme beaucoup de ses contemporains, il transforma sa différence en moyen de subsistance. Mais son parcours rappelle aussi la capacité humaine à s'adapter et à persévérer, même dans les circonstances les plus difficiles. Numéro 8. Charles Sherwood Stratton. General Tom Thumb. Parmi les artistes les plus célèbres de l'histoire des sideshows figure Charles Sherwood Stratton, connu dans le monde entier sous le nom de General Tom Thumb. Né en 1838 dans le Connecticut, il ne présentait aucune anomalie apparente à la naissance. Pourtant, vers l'âge de 6 mois, sa croissance s'arrêta. À l'âge adulte, il mesurait 102 cm. À 4 ans, il fut découvert par le célèbre impresario P.T. Barnum, qui était également un parent éloigné. Barnum le rebaptisa General Tom Thumb, et en référence au personnage minuscule du folklore anglais, et lui inventa une biographie élaborée, affirmant qu'il avait 11 ans et qu'il avait été découvert en Angleterre. Barnum forma Stratton au chant, à la danse et à l'imitation, faisant de lui un véritable artiste accompli. Sa petite taille, combinée à son talent et à son charme naturel, en fit une sensation. Il tourna à travers les États-Unis et l'Europe et se produisit devant des personnalités telles que la reine Victoria et le président Lincoln. Sa carrière ne se limita pas à la scène. Stratton investit ses gains dans l'immobilier et amassa une fortune considérable. Malgré le spectacle permanent autour de sa taille, il mena une vie relativement stable. Il épousa une autre personne de petite taille, Lavinia Warren, lors d'un mariage somptueux organisé par Barnum, et qui devint l'un des événements les plus commentés de 1863. Charles Sherwood Stratton décéda en 1883 à l'âge de 45 ans. Son existence illustre la complexité du monde des exhibitions. Un univers à la fois porteur d'opportunités et profondément ancré dans la mise en spectacle des différences humaines. Son parcours rappelle que derrière chaque attraction se trouvait un individu capable de transformer une particularité en succès,
tout en évoluant dans un système fondé sur la fascination du public pour l'inhabituel. Numéro 9. Ella Harper, la fille chameau. Ella Harper, connue dans l'univers des exhibitions sous le nom de fille chameau, fut une figure singulière du panorama circassien du XIXe siècle. Née dans le Tennessee en 1873, elle était atteinte d'une affection orthopédique rare appelée genou recurvatum congénital, qui provoquait une courbure inversée des genoux. Cette particularité lui donnait une démarche atypique, souvent comparée à celle d'un chameau. Sa condition ne fut pas seulement à l'origine de son nom de scène, elle devint aussi le centre de ses représentations. Elle se déplaçait fréquemment en s'appuyant sur ses mains et ses pieds, accentuant cette impression de quadrupédie qui fascinait le public. Malgré les défis physiques qu'elle affrontait, elle a été décrite comme souriante et charismatique, des qualités qui la rendaient attachante aux yeux des spectateurs. Au sommet de sa popularité, elle était la vedette du cirque Nickel Plate de W.H. Harris et aurait gagné $200 par semaine, une somme considérable pour l'époque. Présentée comme la fille chameau, les affiches la décrivaient comme la plus étonnante curiosité naturelle depuis la création du monde. Pourtant, malgré le succès rencontré dans cet univers, elle a aspiré à une autre existence. Dans une interview datant de 1886, elle exprimait son souhait de quitter le cirque afin de reprendre ses études. Fidèle à cette intention, elle disparut peu après de la scène publique, laissant penser qu'elle avait choisi de retrouver une forme de normalité loin des projecteurs. On sait peu de choses sur sa vie après son retrait. Les archives indiquent qu'elle décéda en 1921. Son parcours offre un aperçu fascinant d'un monde à la fois complexe et contradictoire. Si sa particularité fut exploitée pour divertir, elle lui permit aussi de gagner sa vie à une époque où les possibilités auraient été extrêmement limitées. L'histoire d'Ella Harper illustre parfaitement la dualité du monde des exhibitions. Une opportunité d'indépendance financière d'un côté et une objectification permanente de l'autre. Aujourd'hui encore, son parcours demeure un symbole de résilience et d'adaptation face à des circonstances hors du commun. Numéro 10. Myrtle Corben, la femme aux quatre jambes. Myrtle Corben, connue sous le nom de femme aux quatre jambes, occupe une place unique dans l'histoire des exhibitions. Née en 1868 dans le Tennessee, elle présentait une condition médicale rare appelée dipicus, caractérisée par la présence de deux bassins distincts. Dans son cas, chacun était accompagné d'une paire de jambes, l'une étant plus petite et moins fonctionnelle que l'autre. Cette singularité la conduisit naturellement vers le monde des spectacles. À l'âge de 13 ans, elle rejoignit le cirque de P.T. Barnum et devint rapidement l'une des attractions les plus célèbres et lucratives. Le public était fasciné et elle devait souvent démontrer l'authenticité de sa condition en bougeant ses jambes plus petites durant ses représentations. Malgré le caractère exploitant de ce milieu, Myrtle sut tirer parti de sa position pour obtenir une véritable indépendance financière. Elle aurait gagné jusqu'à $1 450 par semaine, une somme remarquable à la fin du XIXe siècle. Cette réussite lui offrit une autonomie qu'il aurait été difficile d'atteindre autrement compte tenu de sa condition. En dehors de la scène, elle mena une vie relativement conventionnelle. Elle se maria et eut 5 enfants, contredisant les médecins qui affirmaient qu'elle ne pourrait pas concevoir. Après son mariage, elle quitta le monde du cirque pour mener une vie plus discrète. L'histoire de Myrtle Corben reflète toute la complexité de l'industrie des exhibitions. D'un côté, elle bénéficia d'une carrière lucrative et d'une indépendance rare pour une femme de son époque. De l'autre, cette réussite reposait sur la mise en spectacle de sa différence physique. Son parcours nous pousse à réfléchir à la manière dont la société traite celles et ceux qui sortent de la norme. Entre succès, résilience et mise en scène permanente, son histoire nous invite à interroger nos propres conceptions de la normalité et la valeur que nous accordons à la conformité physique. Si ces histoires vous ont touché ou interpellé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager votre réflexion en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants.